Une dose de 2,5 nanogrammes par kilogramme, c'est la quantité exacte de toxines nécessaire pour tuer un être humain adulte. Le tétanos n'est pas une relique du passé, c'est une urgence médicale absolue causée par la bactérie Clostridium tetani, qui frappe avec un taux de mortalité atteignant 11% à l'échelle mondiale et jusqu'à 50% chez les patients non pris en charge en soins intensifs. Oubliez la simple coupure au doigt. De 3 à 21 jours après l'introduction d'une spore microscopique dans l'organisme, la production de la neurotoxine tétanospasmine s'enclenche. Cette protéine cible directement la moelle épinière et le tronc cérébral. Les symptômes commencent par un verrouillage mécanique de la mâchoire, le trismus, avant d'évoluer vers des contractures musculaires d'une violence telle qu'elles peuvent fracturer la colonne vertébrale du patient. Le traitement exige une réanimation lourde, une trachéotomie, l'injection d'immunoglobulines spécifiques et des myorelaxants à dose massive. L'agent pathogène est partout, sous nos pieds, dans la poussière et les sols du monde entier. La transmission est mécanique, l'incubation est silencieuse, et sans le protocole vaccinal strict de rappel décennaux, l'issue est une paralysie spastique menant à l'asphyxie. Voici les données brutes, les protocoles d'urgence et la chronologie clinique d'une des infections neurologiques les plus fulgurantes connues de la médecine moderne. Pour comprendre l'impact clinique du tétanos, il faut disséquer l'agent pathogène. Isolé pour la première fois en 1889 par le bactériologiste japonais Kitasato Shibasaburo, Clostridium tetani est un bacille à gram positif, anaérobie stricte. Cela signifie que l'oxygène est toxique pour lui. Cependant, cette bactérie a développé un mécanisme de survie extrême, la sporulation. Lorsque les conditions environnementales deviennent hostiles, la bactérie forme une endospore terminale, lui donnant une apparence caractéristique au microscope, semblable à une raquette de tennis ou à une baguette de tambour. Ces spores sont biologiquement inertes, mais indestructibles par les moyens conventionnels. Les données de laboratoire montrent qu'elles résistent à l'ébullition pendant plusieurs heures, à l'exposition au phénol, à la dessiccation totale et aux rayons ultraviolets. Elles résident en permanence dans le tractus gastro-intestinal des chevaux, des vaches, des moutons, et par conséquent, saturent les sols agricoles, les engrais organiques et la poussière des rues urbaines. Une étude épidémiologique a démontré qu'une spore tétanique peut rester viable et hautement infectieuse dans un échantillon de terre pendant plus de 40 ans. Lorsque cette spore pénètre dans les tissus humains, elle n'initie pas une infection systémique par multiplication massive comme le ferait un staphylocoque. Elle reste strictement confinée au site d'inoculation. Son potentiel mortel ne réside pas dans la bactérie elle-même, mais dans la synthèse d'une exotoxine protéique, la tétanospasmine, codée par un plasmide spécifique de 74 kilobytes. C'est cette usine chimique microscopique, opérant dans l'ombre d'une plaie locale, qui orchestre l'effondrement du système nerveux central. Contrairement aux infections virales respiratoires, le tétanos présente une absence totale de transmission interhumaine. Le patient zéro est toujours le patient final. La mécanique de contamination exige des conditions ischémiques très précises. Pour que la spore germe, elle doit être introduite dans un environnement dépourvu d'oxygène. Historiquement associée au clou rouillé, la contamination ne provient pas de la rouille, oxyde de fer inoffensif, mais de la surface poreuse du métal, qui abrite des microparticules de terre chargées de spores, et de la nature de la blessure, une piqûre profonde qui se referme rapidement, isolant la bactérie de l'oxygène de l'air ambiant. Les archives des services d'urgence recensent des vecteurs d'entrée bien plus variés et insidieux. Une plaie chirurgicale contaminée par des instruments mal stérilisés, une morsure d'animal induisant une nécrose tissulaire locale ou des brûlures thermiques de 3e degré créent le terreau anaérobie parfait. Plus troublant encore pour les urgentistes, d'environ 20% des diagnostics confirmés de tétanos, la porte d'entrée est jugée mineure ou passe totalement inaperçue. Une simple écorchure lors d'activités de jardinage, une écharde sous l'ongle ou une piqûre d'épines de rosier. Les tissus mortifiés ou coagulés abaissent le potentiel d'oxydoréduction locale. Une fois l'environnement optimal atteint, la spore redevient une bactérie végétative et commence sa phase de prolifération locale. À ce stade, le patient ne ressent qu'une douleur inflammatoire standard liée à la plaie. L'infection est verrouillée dans l'hypoderme ou le muscle, mais le compte à rebours neurologique est déjà enclenché. La période d'incubation s'étale statistiquement de 3 à 21 jours.
Cette fenêtre temporelle est strictement proportionnelle à la distance physique séparant la plaie du système nerveux central. La toxine, libérée dans la plaie, s'infiltre dans les jonctions neuromusculaires périphériques. À partir de là, elle utilise un mécanisme de transport axonal rétrograde, remontant physiquement à l'intérieur des fibres nerveuses à une vitesse mesurée de 250 mm par jour, jusqu'à atteindre les motoneurones de la moelle épinière et du tronc cérébral. Son mode d'action est un sabotage enzymatique. Elle clive la synaptobrévine, une protéine essentielle à la libération des neurotransmetteurs inhibiteurs que sont le GABA et la glycine. Privés de ce frein chimique, les neurones moteurs s'emballent en envoyant des signaux de contraction continue. Sur le plan clinique, le premier signe est invariablement le trismus. Le muscle masséter, l'un des plus puissants du corps humain, se fige. Le patient se présente aux urgences avec une incapacité mécanique totale à ouvrir la bouche, souvent accompagnée du risus sardonicus, un spasme prolongé des muscles faciaux figeant le visage dans un sourire asymétrique et forcé. L'évolution se poursuit de manière descendante, raideur de la nuque, cervicalgie spastique, puis dysphagie sévère, rendant la déglutition de la salive impossible. Les muscles de l'abdomen se contractent pour former une surface rigide, décrite médicalement comme un ventre de bois. Le patient est parfaitement lucide, son cortex cérébral n'est pas affecté. Il assiste, totalement conscient, au verrouillage progressif et atrocement douloureux de sa propre musculature striée. Si la progression toxique n'est pas freinée, l'infection bascule dans sa forme gravissime, caractérisée par l'apparition de l'opistotonose. Il s'agit d'une contracture généralisée et paroxystique des muscles extenseurs de la colonne vertébrale. Le corps du patient se cambre d'un bloc vers l'arrière, ne reposant sur le lit d'hôpital que par l'arrière du crâne et les talons. Ces spasmes sont déclenchés par le moindre stimulus externe, la lumière d'une lampe de chambre, le bruit d'une porte ou le simple frôlement d'un drap. La force mécanique générée par les muscles tétanisés est phénoménale. La mortalité intervient principalement par atteinte de l'appareil respiratoire. Les muscles intercostaux et le diaphragme se bloquent, provoquant une apnée mécanique et une asphyxie aiguë. Parallèlement, le système nerveux autonome subit des tempêtes sympathiques d'une violence extrême. Le patient développe une tachycardie dépassant les 150 battements par minute, une hypertension artérielle fluctuante et difficilement contrôlable, des sueurs profuses, hyperhidrose, et des épisodes de bradycardie pouvant mener à un arrêt cardiaque inopiné. Les complications secondaires en réanimation incluent les pneumopathies d'inhalation, l'embolie pulmonaire due à l'immobilisation forcée et la dénutrition rapide causée par un hypercatabolisme massif, nécessitant une nutrition entérale ou parentérale sous contrôle strict. Dès la pose du diagnostic clinique, le temps devient le facteur critique de survie. Le tétanos est une urgence absolue en réanimation médicale. Le premier objectif est d'arrêter la production de la toxine. Les chirurgiens procèdent au parage immédiat de la plaie, excisant de manière large tous les tissus nécrosés pour détruire le micro-environnement anaérobie et éradiquer le foyer bactérien. Simultanément, une immunisation passive est administrée. L'injection intramusculaire de 3000 à 6000 unités internationales d'immunoglobulines antitétaniques humaines. Ce sérum a pour fonction de neutraliser la toxine encore circulante dans le sang. Cependant, il est médicalement impuissant face à la toxine déjà fixée dans les neurones. Seul le renouvellement naturel des terminaisons nerveuses, qui prend des semaines, permettra la récupération. Pour les convulsions mortelles, l'équipe d'anesthésie-réanimation perfuse des sédatifs lourds, tels que le diazépam, à des doses astronomiques, pouvant dépasser 500 mg par jour, couplés à des myorelaxants et des curares, comme le vecuronium. Ce coma artificiel induit une paralysie respiratoire totale, exigeant une intubation orotrachéale immédiate ou une trachéotomie précoce. Couplé à une ventilation mécanique assistée pendant une durée variant de 3 à 6 semaines. Le patient est maintenu dans une chambre plongée dans l'obscurité totale et le silence absolu pour éviter le déclenchement des spasmes réflexes. Face à la gravité des soins curatifs, la médecine a mis en place une barrière prophylactique, le vaccin antitétanique. Mis au point dans les années 1920 par le vétérinaire et biologiste français Gaston Ramon, il repose sur le principe de l'anatoxine. La toxine bactérienne est extraite, purifiée,
puis traité au formol et à la chaleur. Ce processus détruit sa toxicité tout en préservant son pouvoir antigénique. L'injection de cette anatoxine force le système immunitaire humain à produire des anticorps spécifiques neutralisants. Le schéma vaccinal standard est une opération mathématique stricte pour maintenir les taux d'anticorps au-dessus du seuil protecteur de 0,01 unités internationales par millilitre de sérum. Le protocole débute chez le nourrisson à 2 mois, 4 mois et 11 mois. L'immunité conférée par l'anatoxine n'est cependant pas définitive, car elle ne cible pas la bactérie, mais la toxine elle-même, exigeant une relance continue de la mémoire immunitaire. Les rappels sont donc impérativement administrés à l'âge de 6 ans, entre 11 et 13 ans, puis chez l'adulte à des intervalles réguliers, 25 ans, 45 ans, 65 ans et tous les 10 ans par la suite, le vieillissement du système immunitaire, immunosénescence, nécessitant une stimulation plus fréquente. En cas de blessure suspecte chez un patient au statut vaccinal inconnu ou périmé, le protocole d'urgence impose l'administration immédiate d'une dose de rappel associée à des immunoglobulines spécifiques sur le bras opposé, créant une couverture sérothérapique immédiate le temps que le corps reprenne sa production d'anticorps. Le tétanos est l'une des rares maladies infectieuses qui ne confère aucune immunité naturelle après guérison. La dose létale de la toxine est bien trop infime pour déclencher une réponse immunitaire durable. Les faits sont établis. La bactérie Clostridium tetani est ubiquitaire. La mécanique de contamination est furtive et l'évolution neurologique est dévastatrice. La prise en charge hospitalière représente une épreuve de réanimation extrême, mobilisant des ressources médicales considérables pendant des semaines pour un pronostic souvent incertain. Face à cette toxine à l'efficacité redoutable, la seule véritable ligne de défense reste la prévention systématique et l'application rigoureuse du calendrier vaccinal. Si ces données médicales vous ont interpellé, abonnez-vous pour d'autres enquêtes cliniques approfondies et partagez ces informations. La connaissance rigoureuse des protocoles prophylactiques est la première étape de la survie.